Je suivais une interview du CEO de General Electric qui s'appelle Jack Welch, un ancien CEO de General Electric. Et il avait failli mourir d'une crise cardiaque, hein. Et alors, lors de l'interview, le journaliste lui demande qu'est-ce qui a traversé son esprit pendant que les ambulances étaient en train d'aller l'amener à vivre à l'hôpital. Il a répondu, je cite, merde, je n'ai pas dépensé assez d'argent. Le journaliste interloqué dit que, mais comment ça? Il répond, en fait, je viens d'une famille très pauvre. Et nous n'avions pas d'argent et j'ai toujours vécu en étant. Les Anglo c'est en étant cheap. Hein? Je ne sais pas si c'est la bonne traduction dans cheap. Donc, toute sa vie, il a vécu dans cheap. Je ne connais pas la bonne traduction de, de ça en français. Donc, ce qui fait que il n'a jamais acheté un vin de plus de 3 dollars. Donc toute sa vie, même étant CEO, même avec tout l'argent qu'il avait, il vivait toujours étant cheap. Donc, vivre moins cher, économiser, ainsi de suite. Hein? Et il poursuit plus tard, dès qu'il est sorti de l'hôpital, il s'est promis que, après ça, qu'il n'achètera plus jamais une bouteille de vin de moins de 100 dollars. Ça m'a fait beaucoup longtemps réfléchir. Vous savez, je partage avec vous un peu ce que je pense, un peu l'investissement, ce que je parle de l'argent, budgétiser, épargner, investir, vous voyez un peu. Et j'avais oublié certaines choses. Et je ne comprenais pas aussi certaines choses, pour comment les gens font un peu peut-être autrement. Mais pourquoi quelqu'un peut aller, il dépense son argent sur un truc bien précis par rapport à un autre. Et pour moi, ça m'a beaucoup longtemps de me dire que c'est pas possible. Je veux dire, c'est une, deux, ben, 10 personnes, mais c'est la majorité des gens vivent comme ça. Alors, je me suis dit qu'il doit y avoir quelque chose. Et je ne pense pas que moi, Joël, je suis le plus intelligent de la Terre, ou bien je suis le premier à penser qu'il faut, voilà quoi, économiser, vivre sans dessus de ses moyens. Il doit y avoir quelque chose qui n'estime, qui ne marche pas, quoi. Hmm. En fait, avec le temps, j'ai découvert que voilà, c'est bien de connaître ses entrées, maîtriser ses sorties, investir, et bingo quoi, tu fais ça comme ça, tu es patient pendant des années, et bam, et tu atteins rapidement financièrement tes objectifs quoi. Hmm. Et j'ai sous-estimé un truc, comme je disais, j'ai sous-estimé le facteur humain. Hmm. C'est ce facteur humain-là qui rend l'argent très compliqué. Parce que ce facteur humain-là, il défie toute la logique. Il défie toute la logique des mathématiques. On peut penser que l'argent, c'est OK, entrée, moins sortie, le reste, on épargne, on économie. Hmm? Ça a toujours été pendant longtemps mon credo, quoi. C'est, et c'est même facile à faire, quoi. Donc, c'est pas comme si c'est aussi trop compliqué. Mais même, on te pose la question, mais pourquoi la marge, pourquoi avant que je n'y arrive à ce niveau-là, je n'y pensais pas, pourquoi c'est pas important? Je suis arrivé à ce niveau-là, et quand je regarde autour de moi, je me dis que, mais putain, pourquoi beaucoup ne font pas ça? Pourtant, c'est pas si compliqué. Je me regarde, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus, je ne sais pas quoi, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même là. Donc, petit à petit, je commence à comprendre qu'en fait, ce facteur humain-là, c'est quoi? C'est le facteur le plus important, c'est le facteur qui complique tout, parce que il est, l'argent, c'est lui qui rend l'argent personnel, c'est lui qui rend l'argent émotionnel. Donc, et quand on a compris ça, hein, on comprend pourquoi les gens font autrement. Autrement, je ne pas dire mauvais, hein, loin de moi de faire des jugements de valeur sur le comportement des gens. Chacun est autrement, nous avons tous une vie, nous avons des backgrounds différents. Hein. En fait, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, l'être humain, en général, les êtres humains ne sont pas comme moi, mais peut-être certains d'entre vous, hein, qui voient l'argent sous les formes tableau Excel, budget. Ça, quand je vois que là, mon argent va sortir, je réfléchis, je scanne directement mon cerveau dans quelle partie du budget est-ce que ça va aller. Donc là où on ne voit l'argent que sur ce facteur, cette lunette-là de tableau Excel. Beaucoup de gens ne voient pas l'argent comme ça. Les gens voient l'argent de manière transactionnelle. Transactionnelle veut dire quoi?
Est-ce que je peux acheter ça à Aldi? Est-ce que je peux acheter ceci? Est-ce que je peux m'acheter une bouteille de vin quand je vais en soirée? Ou alors, de manière limitante. Pourquoi je ne peux pas m'acheter une grosse maison? Pourquoi je ne peux pas m'acheter cette grosse voiture? C'est comme ça que la majorité des gens regardent les finances. Pas avec les fichiers Excel, plus, moins, est-ce que j'ai le budget de ça? Et, et petit à petit, je commence à comprendre pourquoi les gens sont comme ça. Et voilà quoi. Donc, j'ai compris que la majorité, la façon dans laquelle nous dépensons notre argent, vous dépensez votre argent, en fait, ça révèle ce que nous, on trouve de précieux dans la vie. C'est cette manière, ça que ça révèle. C'est ça que ça veut dire. Notre manière de dépenser de l'argent révèle avec les personnes avec lesquelles on veut passer du temps. Ça révèle aussi le genre d'attention que l'on aimerait recevoir des autres. Parce que connaître un budget, comme je dis, son taux d'épargne, son taux d'investissement, top. Mais ce n'est pas tout dans la vie. Il y a aussi dépenser de l'argent. Et pas dépenser. Il y a même l'art de dépenser l'argent. C'est ça, c'est un aspect qu'on ne peut pas quantifier. Et c'est ça même qui rend la thématique de l'art de dépenser l'argent assez intéressant. Parce que nous sommes chacun différents. Donc, et ça rend ce sujet de l'art de dépenser l'argent assez fascinant. Mais j'ai remarqué quelques points. Sans passer des points, on peut dire en blanc, noir. C'est pas une affaire de jugement de valeur blanc et noir. Mais ce sont quand même des notions que je pense que, voilà, que je partage comme ça avec vous. Et la première notion numéro un, c'est notre background familier, nos expériences influencent largement notre manière de dépenser l'argent. Et regardez un peu la majorité des gens qui ont des trucs assez flashy, que ce soit les montres, les chaussures, les habits de marque, qui ont cette extravagance-là. La majorité viennent des milieux défavorisés, des milieux pauvres. Ce n'est pas un jugement de valeur, chacun vit de sa vie comme il veut. Donc, c'est ça quoi. Ou alors, vous allez voir des personnes qui sont riches, mais qui ont grandi dans les milieux défavorisés, les milieux pro. Donc, vous allez voir, ils essayent de prendre une certaine revanche de la vie en étant extravagants. C'est bien. Je veux dire, à la fin, on se dit, je veux dire surtout que vous avez un milieu pauvre là où on vous a assez humilié, là, ou bien bon, on vous a peut-être indirectement assez humilié, ou bien le milieu dans lequel vous avez vécu vous a assez humilié. C'est normal qu'on essaye, ou bien qu'on prend sa revanche lorsqu'on on pense qu'on a réussi. Et il faut donc comprendre que beaucoup de ces gens-là sont en train de soigner les blessures sociales qu'ils ont reçues lors de leur jeunesse. Donc, moi, personnellement, avant, j'aurais dit que mais ils sont les fous. Mais je pense que cet aspect psychologique, là, il faut tenir en compte lorsqu'on regarde les gens. Et il faut, avant de faire des jugements, il faut réfléchir par deux fois parce qu'on ne connaît pas les gens. Le deuxième point que j'ai quand même trouvé intéressant en ce qui concerne l'art de dépenser l'argent, c'est le piège des dépenses. Parce que, au lieu qu'on utilise l'argent pour se construire une vie, pour se construire la vie qu'on souhaite, la vie est construite autour de l'argent. Parce qu'il y a une certaine croyance qui veut dire qui est établie, c'est pas une croyance, on va appeler ça comme ça, mais qui fait que plus on dépense l'argent, plus on sera heureux. Et si en dépensant l'argent, on n'est pas assez heureux, ça signifie qu'on ne dépense pas assez. Donc il faut encore dépenser. Donc, parce que, en fait, cela est dû, en fait, c'est quoi? C'est parce qu'on arrive dans cet effet-là parce que on n'a pas encore découvert les dépenses qui nous rapportent de la joie. Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, et là, c'est assez important, et là, je me suis vraiment senti concerné, c'est que lorsque on passe toute sa vie à épargner, on se dit que non, quand j'aurai X montant, voilà quoi, je vais commencer à dépenser l'argent. Et en fait, c'est aussi un peu normal, surtout pour nous les immigrés qui viennent des milieux défavorisés, des personnes qui viennent des milieux défavorisés. Donc, c'est-à-dire, on a Grinch, hein? On est venu en Europe, on a Grinch, on a bossé, on a fait des études, on a un boulot, on évolue. La majorité évolue sur le plan professionnel très bien. Il y a les salaires qui montent, on a des bons revenus.
Voilà. On est entré dans un rythme, beaucoup, certains sont entrés dans un rythme, là on dit, il faut épargner, on ne sait jamais quand la roue va tourner. Ce qui à la base est important, ce qui à la base est un moteur pour pushing, du struggling, quand tu dis que non, ça va donner, ça va donner, ça va donner, mon gars, il faut keep pushing, épargner, mettre de côté, épargner, mettre de côté. Hmm. C'est, c'est qu'on se dit, ok, lorsque j'aurai atteint un certain niveau d'argent, chacun a son chiffre dans sa tête, j'ai le mien, que, bon, ok, quand ça sera la sécurité, je n'aurai plus peur, entre guillemets, hein, parce que j'aurai la sécurité de dire que, bon, ok, avec cet argent, si ma famille, bien, voilà, je suis en sécurité, je n'ai plus trop besoin de, de passer. Donc, avoir suffisamment d'argent pour ne plus le penser, se concentrer sur d'autres choses, et dire que, bon, ok, avec l'argent que j'ai aujourd'hui, je peux aller, voilà, je peux faire ce que je veux, hein. Hmm. Mais quoi que cet objectif ultime, là, qu'on se met, qu'on se dit quand j'aurai atteint ceci, hmm, cet objectif-là peut s'effondrer lorsque la relation qu'on a à l'argent devient une partie intégrante de notre personnalité. Parce que vous allez vous focaliser tellement sur l'argent que cette focalisation fait partie intégrante de vous. Vous voyez tout sous forme d'argent, tout sous forme de budget, tout sous forme de est-ce que c'est budgétisé. Lorsque par exemple, voilà, je sors comme ça un truc, ah, je n'ai pas budgétisé, j'avais budgétisé mon argent de poche, peut-être que je me mets pour la fin du mois, c'est tel montant. Ah, il y a bien un bon truc là qui me réfléchit. Ah, d'une certaine c'est bien, mais il faut faire attention la limite entre que ça devienne notre personnalité, là où on voit tout sous forme d'argent, et ce qui nous fait plaisir ou bien le budget, la limite est très floue. C'est très facile de confondre dans quel côté on est. Hmm? Donc, parce que si vous développez très tôt un système d'épargne et que vous vivez en dessous de vos moyens, ça c'est bien. Ça, ça ne va pas changer. Je pense que ça devrait être comme ça pour bon, celui qui veut, pour plus tard, qui veut se mettre en sécurité plus tard, pour plusieurs raisons, pour avoir assez d'argent, pour avoir une certaine, plusieurs choix plus tard, parce que l'argent, ça donne des choix. L'argent permet de souffrir des choses. L'argent est bien. Mais surtout, pour moi, la liberté. La liberté de dire je fais ça ou je ne fais pas ça. J'achète ça ou je n'achète pas ça. Ça ouvre l'argent. Et donc, lorsque vous réussissez à avoir grandi dans ce dos, on peut dire ça quoi. Vous avez à ce niveau là où vous épargnez, vous mettez beaucoup de côté, et c'est bien. Mais si vous n'arrivez pas à vous détacher de ce système-là, hein, et que vous dites que je vais attendre à ma retraite pour enjoy la life, hein, je pense que c'est presque impossible, hein, psychologiquement, de dire que si tu as été longtemps en mode épargne, tu vas arriver à la retraite, tu auras même 1 milliard, tu seras toujours en mode épargne. La preuve, nos pâtés là, nos parents là, hein, qui sont nos grands-parents au pays là, qui sont riches, qui ont construit des fortunes, mais ils sont tellement en mode épargne, que même lorsqu'ils ont l'argent, lorsqu'ils n'ont plus de charges, tous les enfants sont là bien placés, et tout, ils sont toujours en mode épargne, il faut toujours économiser. Hmm. Ouais, vous prenez même pas, vous partez rendre visite à votre parent, vous qui sont la diaspora, vous voulez même lui acheter un truc bien, et tout, il te dit que non, mon fils, n'achète pas ça, il faut économiser, maintenant moi, il veut mettre la tontine. Hmm. Il faut éviter ça. Donc, là, les dépenses, il faut déjà, d'une certaine manière, hein, se poser les bonnes questions. Hein. Poser les bonnes questions, ça veut dire quoi? Là, maintenant, je vais citer un des auteurs que j'ai découvert ces derniers mois, Ramit Sethi, qui a un très bon, je fais la publicité, désolé, très bon show Netflix, habitué sur To Be Rich. Ne calez pas sur le titre, mais pour moi, c'est beaucoup. Il a fait déjà appris beaucoup de choses chez lui. Hein. Je suis aussi son podcast et il fait de très bons interviews. Et voilà quoi. Donc, je le cite. Beaucoup de gens se posent ces questions de 3 euros, alors qu'il est plus essentiel de se poser la question de 30 000 euros. Hein. Parce qu'on va se reposer, est-ce qu'il va vers Aldi ici, mais est-ce que les pâtes ne sont pas chères? Ouh, les pâtes c'est devenu cher avec l'inflation. Peut-être qu'il faut que j'aille à l'idée de regarder. Hein. Mais on ne se pose pas la question, mais pourquoi je paye 2 à 5% de mon investissement à mon conseiller? Mon conseiller me prend chaque année 2 à 5% de mon investissement. Ça, c'est la question de 30 000 euros. Donc, laissez le truc de 2-3 euros qu'on peut économiser chez Aldi ou bien le truc là. Posez-vous la question. 2-5% que je paye à mon conseiller là. Est-ce que ça va?
2-5% par an. Donc chaque année, il prend 2-5% de mon patrimoine. Est-ce que ça c'est la question à 30 000 euros. Et je cite l'historien Cyril Parkinson qui appelle ce qu'on appelle la loi de la trivialité, qui dit que l'attention accordée à un problème est l'inverse de son importance. Je répète, l'attention accordée à un problème est l'inverse de son importance. Donc, l'autre point, c'est ne pas savoir, je l'ai déjà abordé, que plutôt ne pas savoir quel type de dépense vous rendra heureux. Parce que, pourquoi? C'est important parce qu'on se dit on achète ça. Mais on ne connaît pas le genre de dépense que si j'achète ça me rend heureux. Ça, je suis fier de faire cette dépense-là. Et peu importe le coût, je la ferai. Je vais prendre un exemple. Surtout nous les parents qui avons les enfants. Si on veut par exemple que l'enfant fasse le cours de natation, le coût n'aura pas de prix. On est prêt à claquer l'argent pour ça. Si on veut que l'enfant fasse du piano, on est prêt à claquer l'argent pour ça. Si on veut que l'enfant... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on regarde nos enfants, on voit peut-être certaines choses qu'on n'aurait pas voulu avoir ou bien qu'on n'aimerait pas qu'ils aient, peut-être des difficultés qu'on a eues. Donc on est prêt à claquer de l'argent parce que ça a de la valeur. Parce qu'on donne de la valeur avec ça, quel que soit le prix, le coût monétaire. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'ont aucune idée du type de dépenses qui les rendrait heureux. Alors qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Où est-ce que je dois voyager? Comment est-ce que je dois même épargner? Pourquoi même je dois même épargner? Il n'existe pas de question, de réponse à ça. Je ne peux pas dire pour chacun ce qui le rendra heureux. Chacun de nous est différent. Mais dans la société en général, comme je l'ai dit, plus c'est cher, on se dit que plus c'est cher, plus ça va te rapporter de la joie. Plus j'achète une dernière voiture, plus je serai heureux. J'achète la dernière, quand j'étais étudiant, moi je me rappelle, j'achète la dernière Timberland, la Timberland bleue là, les gars. Vous connaissez cette Timberland là, bleue. Voilà, la Timberland bleue là. Pour moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, c'est ça quoi. Donc, je me disais que ça me rendait heureux. Après, tu le portes 2-3 fois, après ça devient comme une chaussure lambda quoi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non? C'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de dépenser de l'argent sur différentes tonnes de choses. Aussi bizarre que ça peut parfois pour certains paraître. Pour certains, ça sera essayer des voyages. Ce n'est pas forcément des voyages à Bora Bora. Ça peut être des voyages dans votre pays, non loin de là où vous vivez, dans un hôtel assez chic. Pour d'autres, ça peut être de bons restaurants. On peut essayer, des restaurants italiens, des restaurants africains, ainsi de suite. Je connais des gens qui pensent que dépenser de l'argent pour des billets d'avion en première classe, c'est le gaspillage. Non, les gars. C'était pas même escroquerie parce que ça nous tous on arrive au même moment. Non, c'est pas la même chose. Business class, il faut entrer dans business class. Après, ça sera le truc de chacun, quoi. Il faut entrer en business class pour comprendre. Moi, c'est mon rythme, quoi. Je me suis dit, à partir d'un certain nombre de vols d'air, moi, j'entre en business class. Ça, c'est mon truc, quoi. C'est mon truc. Pour d'autres, vont dire que c'est gaspillage. Ok, fine, pour toi, c'est gaspillage. Pour moi, ça me rend. C'est pour moi, quoi. Ça me rend heureux. Donc, je dois dire que plus on teste les différentes dépenses, que ce soit pour dire un repas de 30 euros, aller dans un restaurant payer 30 euros pour un repas, se faire une petite gâterie à 100 euros par là, se faire une belle chaussure là. Il faut essayer comme ça pour trouver ce qui vous rendra heureux. Et je vais finir sur ce point en citant encore Amit Sethi. La frugalité, c'est-à-dire économiser, consiste à choisir les choses que vous aimez suffisamment pour les dépenser de manière extravagante et éliminer tous les coûts des choses que vous n'aimez pas. Je répète, la frugalité, c'est-à-dire l'art de dépenser, l'art de faire des économies, consiste à choisir les choses que vous aimez suffisamment pour les acheter pour dépenser l'argent de manière extravagante. Mais ensuite, éliminer les coûts de tout ce que vous n'aimez pas. Ce que vous n'aimez pas, vous ne mettez même pas un franc dessus. Par contre, ce que vous adorez, bousillez. C'est ça votre bonheur. C'est ça qui vous rendra heureux. C'est ça que vous avez découvert ce qui vous rendra heureux. Alors pourquoi ça priver? Le dernier point, c'est... Et je vais terminer sur ça aussi avec une histoire que j'ai vécue récemment.
ce qu'on appelle la hiérarchie sociale des dépenses. Hmm. La hiérarchie sociale des dépenses, c'est un peu comment est-ce que nous nous positionnons par rapport aux autres. Hmm. Parce que pour beaucoup de gens, la question n'est pas de savoir si on achète de belles choses, mais de savoir si les choses qu'on achète sont plus belles que pour un tel. Hmm. Est-ce que ma maison est plus grande que pour tel? Est-ce que ma voiture est plus chère que pour tel? Hmm. Beaucoup de gens y pensent comme ça. Donc je termine ça avec une anecdote que j'ai vécue récemment. La personne va se reconnaître, la personne écoute la vidéo, elle va se reconnaître, mais je ne vais pas citer le nom, mais si elle va se reconnaître. Donc la personne m'appelle, elle me dit, ah, je vais acheter un nouvel ordinateur. Bon, je suis informaticien, vous savez, nous les informaticiens, je ne sais pas. Quand il faut acheter les ordinateurs, tout ce qui est pas proche de l'ordinateur, là, généralement, on reçoit des coups bizarres, comme si nous-mêmes on fabriquait, quand l'informaticien avait dit fabriquer les ordinateurs. Ah, je veux acheter un ordinateur, là, est-ce que tu peux me conseiller, là? J'ai un peu regardé sur des sites, là, elle m'envoie un peu quelques liens et tout. Je regarde le site, elle m'envoie un truc sur Samsung, le site de Samsung, un ordinateur que je vais acheter sur Samsung. Je regarde un peu les caractéristiques. Je dis, je vois le prix, je dis qu'à ce prix-là, tu peux t'acheter un Mac. Bon, je suis fan de Mac, hein, donc c'est pour ça que directement, quand je vois le prix de cet ordinateur-là, je dis qu'à ce prix, tu t'achètes un Mac. L'avantage du Mac, c'est que, voilà, le Mac, d'abord, c'est un très bon ordinateur. Et en termes de batterie, parce qu'elle s'est aussi plainte que la batterie de son ancien ordinateur s'était vite gâtée. Donc, voilà quoi. Je dis que bon, avec ce paramètre-là, directement, je pense au Mac. Ok, là, sur ce constat, il faut le dire, je suis aussi biaisé. J'ai un Mac et je l'adore. Et surtout l'aspect batterie aussi qui, à mon avis, est meilleur que les autres ordinateurs. Donc, elle me dit ça, je dis que bon, ok, je regarde un peu. Après, je regarde le prix, je me dis que bon, c'est quand même cher quand même. Elle me dit que non, le Mac et tout. Bon, vous savez, quand vous venez du monde de système PC, parce que Mac, ça demande beaucoup de travail mental pour faire la transition, quoi. Donc, du coup, je comprends très vite, je n'insiste pas dessus. Non, mais je m'en veux quand même regarder d'autres ordinateurs qui font les mêmes caractéristiques et le truc. Bon, vu dans nos conversations, elle insiste qu'elle pourra payer en plusieurs fois. Déjà, quand quelqu'un me dit qu'il va payer quelque chose en plusieurs fois, ça tique dans ma tête. Et quand je regarde les conditions, c'est plusieurs fois. Vraiment, il n'y a pas de taux d'intérêt que tu payes dessus, quoi. Tu as une somme, on te dit, c'est plus combien, c'est quoi, c'était très élevé, c'était plus de presque 1300, 1400 euros, un truc comme ça. Elle a payé en 3 fois. Donc, elle devait payer autour de plus de 300 euros, plus de 300 euros chaque mois. Donc, ça fait du quantique dans ma tête. Oh, déjà, payer en 3 fois, les amis, égal ce qu'on peut vous dire. Payer en 3 fois, ça vous revient toujours plus cher. Ça vous revient toujours plus. Donc, elle me dit comme ça, elle me dit qu'elle peut aussi payer à la FNAC. Je m'en vais sur le site de la FNAC, je vois le taux d'intérêt qui était très élevé, qui était tourné autour de 20, c'est plus, mais c'était très élevé. Je lui envoie, elle me dit que non, la FNAC est chère et tout. Je dis ok. Mais sur le site de Samsung, le même ordinateur, c'est sans taux d'intérêt, intérêt zéro et tout. Alors, c'est là maintenant il faut comprendre le truc des vendeurs et des fabricants. Vous allez vous voir qu'on ne va pas vous vendre un truc de 10 euros en payant en plusieurs tranches, ou bien de 20 euros, un truc assez accessible. Ce sont généralement les choses qui coûtent cher, ou bien les choses haut de gamme. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, quand tu vas voir ça, tu vas dire, ah, le prix c'est coûte cher, je n'ai pas l'argent peut-être chez moi. Mais quand on va dire, je peux payer en tranche. Ah, je peux payer en tranche, donc ça veut dire que je peux payer plusieurs fois. Donc je pourrais me l'offrir. Yeah, fine, good, c'est ça le business. Vous voyez que, en fait, c'est un truc haut de gamme, c'est un truc là où ils ont déjà une marge. Même si ce n'est pas trop grand à 1000 euros, je veux dire en termes de marge qu'ils se font dessus, c'est déjà assez élevé. Mais vous pensez que pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Parce qu'ils veulent que tout le monde ait leur produit. Ah, come on, sois un peu logique. Sois un peu logique. Ça ne peut pas être l'unique raison que tout le monde achète leurs produits. C'est qu'ils ont plus de marge sur ces produits-là. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème à vous vendre en tranche à taux d'intérêt 0%. Parce qu'ils ont une bonne marge sur le produit. Et connaissant tout ça, je m'avais sur un truc, je prends les mêmes caractéristiques, un ordinateur, je trouve un ordinateur 30% moins cher. Sur Amazon, je lui envoie le lien, je dis, ah regarde c'est des ordinateurs, elle compare les caractéristiques, elle dit oui, ok, ça fait 30%. Donc on est à plus de 1300, on est à 1300 chez Samsung, on est sur l'ordinateur, on est à autour de 1000 chez l'ordinateur avec à 99% les mêmes caractéristiques. Il dit que regarde, là, ici tu as 30% de moins. Donc, Dieu des 1000 euros, tu as 30% de moins par rapport à Samsung. Et elle se met encore à réfléchir. Je ne sais pas tout et tout. Je dis que pourquoi tu ne sais pas? Elle me dit que pour Samsung, elle peut payer 3 fois. Elle dit que mais si tu payes 3 fois, tu payes toujours malgré ça 30% plus cher.
Après, elle commence à me poser. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est là où j'en ai dit, là où je disais tout à l'heure, l'argent, c'est pas forcément les mathématiques, c'est le facteur humain. Hmm? Ok. On peut se dire que peut-être on n'avait pas les 1 000 € pour aller payer l'ordinateur et truc. Mais je connais la personne qui est pas, je connais. La personne peut dire que je peux peut-être. Je sais que la personne peut payer. Si la personne veut payer à 1 000 €, la personne va payer. Ça, c'est déjà clair. Je sais que c'était pire des cas et qu'elle a vraiment besoin de ça et qu'elle n'a pas 1 000 € mais qu'elle a besoin d'un ordinateur. Elle pourrait, l'une des possibilités, en deux autres possibilités, c'est m'appeler et me dire que, est-ce que tu peux m'emprunter 1 000 €? Ça serait passé. Ça serait aussi passé nickel et la personne aurait eu son truc et la personne aurait économisé 300 € au lieu d'acheter un truc en 3 fois sur la marque Samsung. Et plus loin encore dans notre conversation, parce que moi j'ai trouvé, là j'ai vraiment réfléchi de manière mathématique. Hein. Mais comment, j'essayais de la convaincre, mais 30, tu peux pas payer 30% de plus pour un même truc ailleurs. Donc pour moi, la rage montait, mais comment tu peux donner 30% de ton argent for free comme ça? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand je regarde, vous voyez, quand tu regardes le monde avec des lunettes d'Excel, là, les calculs et tout, tous les chiffres, parce que tu as toujours envie de niquer les fabricants, avoir toujours le bon deal dans les meilleures conditions. Donc, moi, j'ai commencé à être enragé. Je dis que, mais comment tu peux dépenser 30% et tout? Alors maintenant, c'est là que, entre-temps, dans notre conversation, bon, ça, je ne lui dis pas comme ça, mais c'est mon ressenti au moment-là, parce que j'essaie de la convaincre, non, achète celui de 1 000 € et tu laisses les fucking de 1 300 € et tout. Donc, dans nos échanges, elle me fait comprendre, une fois, elle avait acheté chez Samsung en plusieurs fois, et tout, c'était revenu. Et une de ses amies avait acheté le même produit, et ce même produit, là, il avait acheté, cette amie-là avait acheté plus cher qu'elle qui avait acheté 300 fois. Je répète, hein, elle avait acheté un produit Samsung en 33 fois. Et on lui avait donné même des écouteurs là-dessous. Une de ses amies a acheté le même produit. On ne lui a pas donné les écouteurs et c'était même encore plus cher. Donc pour elle, et ouais, c'est la compréhension, pour elle, cette possibilité d'acheter 3 fois là est un best deal. C'est là que je dis que, mais putain, ça peut être même vrai que c'était moins cher parce que c'était une action, parce que c'était un truc. Mais il faut comprendre le principe, il faut comprendre vraiment le principe de les choses achetées en 3 fois. On est parti sur la Fnac, comme tu as vu, la Fnac ne fait ça pour free, il y a les taux d'intérêt. Et la Samsung qui vend dans son propre shop, ils ont d'intérêt parce que sur ce produit-là, ils ont ils ont de 1 000 fois de meilleures marges. Hmm? Donc, c'est là que comprend là, que beaucoup d'entre nous se disent que si je réussis à faire un meilleur deal que quelqu'un d'autre, j'ai fait un bon deal. Donc ne réfléchis pas que j'ai fait un bon deal par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je serais prêt à tenter. Non, j'ai fait un bon deal parce que l'autre a acheté plus cher. Et on revient sur ce dernier point. Donc je disais, on se pose pas la question de savoir si on achetait des belles choses, des choses qui nous rendent heureux, des choses qui correspondent à notre portefeuille. Non, on regarde toujours, est-ce que j'ai mieux acheté qu'un tel? Alors, c'est comme ça que je voulais finir cette vidéo aussi sur l'art de dépenser l'argent. Voilà, faites commenter, laissez les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous écouter sur l'art de dépenser l'argent, sur cette philosophie-là que je commence aussi moi-même à le comprendre. Et voilà quoi, ça que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Allez, ciao.